Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans Bureau Oval, l'émission rugby de la First Team. Aujourd'hui, c'est la preview du tournoi à destination 2021 qui va démarrer très très vite samedi avec un Italie-France qu'on attend avec impatience. Vous allez découvrir... Oh là. Vous allez découvrir la composition de ce plateau avec, pour commencer, Alex Priam. Comment vas-tu, Alex, qui est, je crois, tu es encore choqué par un essai de Nathanaël Huleux de l'UBB. Incroyable, c'était ça, j'ai oublié ça. Ouais, oh là là, deux essais. Le premier ou le deuxième? Les deux sont fous. Non mais les deux sont fous. En plus, le mec était un peu frigo depuis le début de la saison. Il fait une rentrée de malade mental à Clermont. Bravo à lui. Enfin, franchement, oui, il est bien. Il m'a régalé. C'est la France c'est la jeune France qui régale. Un des plus beaux matchs de la saison. Hein. T'as quand même mis énormément d'émotions pour commenter un essai qui sera invalidé 13 minutes plus tard, quoi. C'est fou. Ouais, non, mais quand j'ai vu qu'il était invalidé, j'ai fait j'ai laissé ma vie pour ça. Ouais, c'est vrai. Mais ça arrive comme pour Rivendi. Tu sais ce que j'ai découvert, que tu t'étais enfermé en dehors de chez toi en plein live. Ah, ça, c'est une drôle d'histoire. Oui, ça m'est arrivé, effectivement, j'étais en plein live, je vais pour aller faire des courses et là, je claque la porte, mais du coup, mes clés étaient restées de l'autre côté. Yes. Sauf que du coup, il y avait des gens en live qui me regardaient. Mec. Il y a 5000 personnes qui me regardaient par ma chaise vide. Incroyable. C'était incroyable. Moi, j'ai vécu ce moment en direct. J'ai envoyé un message et tout. J'ai trouvé ça. Je lui ai dit pète la fenêtre. Ça m'est arrivé, pète la fenêtre. Mais non, mais les mecs m'envoyaient pète la fenêtre, testé avec une radio et tout. J'ai tout testé. J'ai attendu 2 heures et le serrurier est venu me libérer et j'ai pu rentrer chez moi enfin, quoi. Ah, mais c'est ça, c'est magnifique. C'est les belles histoires qu'on aime. Comment ça va, moi, Aymeric? Tu déchaînes les passions dans les commentaires de nos vidéos. Bien sûr, YouTube. Beaucoup d'amour pour tout le monde, bien évidemment. Apparemment, on ne touche pas Aldrit. J'ai compris, les gars. Waouh, les gars. Waouh, ok. Et attention, parce que je peux peut-être attaquer Dupont. Hein. Et on parlera de Teddy Thomas aussi. Alors Teddy Thomas, vraiment, je suis en train de vous préparer un petit focus, les gars, sur la défense à l'aile pour vous expliquer que ça sert à rien de mettre des caramels. Voilà. Ça me régale. Moi, j'attends ça avec impatience. Comment ça va, Fabien Doré, donc du coup qui est avec nous. T'as l'honneur à Rouen, Pro D2, pour ceux qui ne le connaissent pas et mais tout le monde le connaît. Je suis absolument persuadé qu'il est mondialement connu. Comment ça va, Fab? Ça va très bien. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour débriefer l'actu rugby et parler du 6 Nations qui arrive. Et donc on a un Normand et un Breton sur le plateau, les gars. Il va falloir faire attention. Le Mont-Saint-Michel, c'est pour qui? Je lui laisse avec les bras, c'est bon cette fois-ci. Avant de démarrer le débat, les gars, on va regarder du coup le calendrier de ce tournoi à destination qui va donc démarrer samedi avec Italie-France. On ouvre le tournoi à destination cette année. Donc Italie-France samedi à 15h15, suivi d'Angleterre-Écosse, la Calcutta Cup à 17h45 samedi. Et dimanche, Pays de Galles-Irlande. Donc comme d'habitude, 3 gros matchs, des chocs de 3 chocs qui vont nous intéresser. Pour le coup, ça va être très intéressant. Première information de cette émission, on va jeter un œil sur l'équipe probable que peut être le 15 de France contre l'Italie. Alors, on a eu le groupe de 31 à l'heure à laquelle on est en train de tourner cette émission. On n'a pas forcément l'équipe qui va sûrement tomber dans la semaine, forcément. On a fait une esquisse d'équipe avec le pack. Alors, Cyril Bay, Marchand, Aouas, Leroux, Villemc, ça va pas bouger. La première info, Emery, Alex, c'est que Greg Aldrit, qui potentiellement n'était pas là, sera bien là. Ouais, et fort heureusement parce que c'est un super joueur. Célevasio Tolofoa n'est pas revenu avec le groupe France. Moi, c'est quand même une 3e ligne, la Gelon, Aldrit, Olivon, qui m'intéresse pas mal. Gelon, je pense que c'est peut-être le meilleur 3e ligne de France en top 14 depuis le début de la saison. Il est incroyable. Et Aldrit, c'est parfait, qu'il retrouve son numéro 8. C'est un joueur que j'apprécie. Comme chacun sait, et il va apporter beaucoup de choses et je pense qu'il sera très très important dans ce tournoi. Quand on a fait l'équipe, il y a Aymeric qui m'a envoyé un petit message qui m'a dit par contre t'es sûr pour Gelon parce que Cretin ou Woki ce serait pas impensable qu'il soit titulaire Woki notamment. Moi je pense que Woki avec ce qu'il montre et même Cretin, en fait Galtier joue sur la confiance et quand Kroos s'est blessé il a mis Cretin et Cretin il a répondu présent, donc je trouverais ça assez illogique qu'il le mette pas, qui continue dans la continuité du coup. Et après Woki, punaise, quel début de saison aussi quoi. Ouais. C'est un monstre, c'est un excellent manieur de ballon aussi. Donc moi je vois plus Cretin perso. Mais bon, si à Gelon, je suis pas déçu. Hein, Ouais, content de voir Olivon aussi parce qu'on a eu un petit doute parce qu'il était commotionné là il y a quelques semaines là, donc j'en ai eu un petit doute sur sa participation parce que selon le nombre de commotions etc, il aurait dû être plus ou moins longtemps arrêté. Là, il avait 6 jours, c'était sa première en un an. Ouais. Mais il y a pas la règle d'Anne Bigard où 8 commotions tu peux jouer, c'est pas grave. Non. Ou Sexton, tu peux jouer en étant commotion. Ouais, c'est ça. Et il y a un homme par contre qui ne sera pas là, c'est Kamisha. Fabien, est-ce que tu penses
que Kamisha, aujourd'hui, le train, il est passé parce que il est trop blessé, il est encore blessé au mollet, donc Bourgarit va être sur le banc. Est-ce que tu penses que ça y est, il ne sera plus numéro 1 en équipe de France ? Je le crains. Je le crains personnellement parce que j'adore beaucoup ce joueur qui a vraiment des qualités incroyables. Pour autant, c'est vrai que Marchand est très propre et assure constamment avec le maillot bleu et notamment le numéro 2 dans le dos, le numéro de titulaire. Kamisha, c'est vrai qu'avec son profil explosif, il est très utile dans les fins de match. Quand il rentre à la 50e, il est là vraiment pour casser les défenses. Et c'est certainement dans ce rôle-là que l'équipe de France l'a identifié. Alex, Chat, en plus, pour le coup, vraiment, il est vraiment trop souvent blessé, quoi. Ouais, il est trop souvent blessé. Hein. Quand tu regardes Kamisha, c'est 20 matchs, toutes compétitions confondues en 2 saisons au Racing, 12 en top 14 en 2 saisons. Tu vois, c'est quand même très peu. Et Kamisha, il a des mollets monstrueux, mais du coup, qui demandent beaucoup de. Ouais, peut-être. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui fait beaucoup de musculation et. Ah bon ? Ouais, on n'est pas surpris. Ouais, non, c'est vrai qu'il se blesse beaucoup. C'est dommage parce que moi c'est un joueur que j'adore. C'est un gars super en plus. Donc, ouais. Moi, après, je sais pas si c'est un problème de musculation parce que Javier Pastore aussi, il avait des problèmes au mollet tout le temps. Et alors, non, mais je suis pas sûr qu'il pousse autant que Kamisha. C'est l'inverse, tu vois. Lui, c'est l'inverse. Javier, putain. Javier, bon gars, mais pas de troisième mi-temps. Très Petit mauvais temps, je suis parti troisième trop vite. C'est un footballeur du Paris Saint-Germain pour ceux qui savent pas, mais bon, Joseph est plus multisport. maintenant, malheureusement, mais s'il dire. veut revenir, je l'accepte avec grand plaisir. On regarde un œil aux arrières du 15 de France qui devrait être titulaire, avec là aussi un probable débat. Alors on rappelle que Ntamak n'est pas là, Mathieu Jalibert est bien présent. Et alors pour le coup, Arthur Vincent va remplacer Virimi Vakatawa qui est forfait pour tout le tournoi. Damien Penaud est de retour. Brice Dulin devrait être titulaire, mais Anthony Boutier, c'est pas dit qu'il soit remplaçant. Rivenzi, tu es un homme sage, je te laisse donc la parole. Est-ce que ce sera Gabin Villiers ou Teddy Thomas selon toi ? J'aimerais tellement que ce soit Gabin Villiers pour récompenser son tournoi d'automne. Je le trouve tellement explosif. Je trouve que on perd Vakatawa, mais je trouve que dans ce côté généreux là, je trouve que Villiers sur l'aile pourrait vraiment amener quelque chose à cette équipe de France. Et quoi de mieux que le mettre face à l'Italie pour retester un petit peu et voir qu'est-ce que ça donne avec Dulin aussi derrière, quoi. On a beaucoup débattu là-dessus, Aymeric, mais est-ce que toi, quel choix va faire Fabien Galtier au-delà de ce qu'on on en pense selon toi ? Soit il choisit de conserver son 15 type de départ, soit il joue la forme du moment. Donc en gros, son 15 type de départ, c'était du Thomas Boutier. Et je trouve que c'est intelligent. J'en ai discuté dans les commentaires parce qu'on lit vos commentaires sur la vidéo avec donc un viewer qui nous dit comme quoi, j'étais assez d'accord, comme quoi la triangulaire, c'est mieux de mettre Dulin avec Gabin Villiers, parce que t'en as un qui est moins fou et qui sécurise plus. Et inversement, c'est mieux de mettre Thomas avec Boutier. Et j'étais assez d'accord avec cette analyse. Et je pense que si c'est la forme du moment, et sachant que c'est ouverture contre l'Italie, pourquoi pas un Villiers-Dulin dans la continuité de l'Autumn Nations Cup, mais en espérant que Boutier, il la prenne pas trop derrière la carafe, quoi, tu vois. On va démarrer le débat et je vais juste demander à Fabien forcément son avis là-dessus. C'était plutôt Teddy Thomas ou Gabin Villiers, toi ? Plutôt Gabin, bien entendu, parce que j'ai joué avec lui à Rouen et en plus là il est à Toulon, là où je suis né, donc 100% Gabin Villiers. Et tu t'attendais à ce qu'il explose comme ça au niveau ? Très honnêtement, il était vraiment fort et quand il avait joué avec l'équipe de France à 7, il nous avait tous surpris. Il avait été élu meilleur joueur du tournoi, carrément à Hong Kong, il me semble. Quel plus gros tournoi en plus. Voilà, donc je suis vraiment pas surpris qu'il ait eu cette trajectoire-là. Et ce qui est assez impressionnant avec lui, c'est qu'il bouffe chaque miette, quoi. Il y a un petit ballon qui tombe, il est pour lui. Il y a une chaussette qui traîne, il va l'arracher, il va prendre le ballon. C'est vraiment un mec généreux, comme tu disais, Rivenzi. Et c'est ça qui nous plaît. Et chaque ballon qu'il a, il sait le bonifier. J'avais une question sous les ballons hauts. Oui. Qu'est-ce que tu en penses de lui ? Je pense qu'il est un poil meilleur que Teddy Thomas pour le coup, par rapport aux deux joueurs qu'on évoque. Après, c'est vrai que c'est pas son grand point fort, mais c'est certainement un axe de progression qu'il a dans son jeu, comme le jeu au pied également. C'est quelqu'un qui aime beaucoup le ballon, qui aime beaucoup relancer, mais on connaît les standards du rugby international actuel et le jeu au pied a une place tellement importante. Après, s'il est en concurrence avec le jeu au pied de Teddy Thomas, ça va. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est un axe de progression pour les deux, pour le coup. Vous avez l'équipe type probable du 15 de France pour ce premier match du tournoi à destination, mais l'équipe de France est-elle favorite finalement de ce tournoi à destination 2021 ? C'est le débat du jour, c'est parti.
J'ai demandé du coup à chacun sur ce plateau, enfin à Rivendi, Emeric et Alex, de me donner leurs favoris de ce tournoi à destination. Toi, Fabien, tu vas commenter et tu dois nous le faire découvrir. Je voulais qu'on le découvre en plateau un peu. Je me demandais vraiment qui allait être ton favori. Emeric, tu as la main du coup pour nous montrer ce tableau avec des étoiles, des belles étoiles. Eh ben, écoute, moi je mets pas de favori. Parce que pour moi, quand tu fais les points positifs et les points négatifs, quand tu fais les forces, les faiblesses, pour ma part, l'Angleterre, enfin après on va le développer, mais concrètement, le calendrier est en faveur de l'Irlande selon moi, ce qui les fait être côte à côte avec les deux meilleures équipes du rugby européen, à savoir la France et l'Angleterre. Ah oui, tu t'es plus mouillé pour Teddy Thomas que pour le. Ouais, fais plus la part des choses pour Non, mais le tournoi que pour Teddy Thomas. je trouve qu'on va vivre un tournoi extrêmement homogène avec deux beaux outsiders parce que les Gallois, même si on les enterre et même si je vais les enterrer dans ma tête, bah on sait jamais, tu vois, ils reçoivent d'entrée l'Irlande et ça peut être un élément déclencheur pour eux. Les Écossais progressent énormément, donc pour moi il y a deux beaux outsiders et trois grands favoris. On va regarder le tableau d'Alex qui, lui, a choisi un favori. On va le découvrir, c'est l'Angleterre. Ouais, moi j'ai mis l'Angleterre pour des raisons simples. C'est l'équipe quand même qui travaille le plus dans la continuité. Alors bon, tout n'est pas parfait hein, dans le jeu anglais, mais voilà, ça fonctionne quand même pas mal. Sur les éditions impaires, ils reçoivent 3 fois. Quand on regarde les 10 dernières éditions impaires, pour les Anglais, eh bien, ils l'ont remporté 4 fois. Donc quand même 4 fois sur 10, c'est quand même assez énorme. Ils finissent en moyenne à 1,9 place, donc presque à la 2e place, donc c'est quand même assez énorme. Cette équipe anglaise, pour moi, c'est celle qui apporte le plus d'assurance devant les Bleus. Qui n'ont remporté qu'une seule fois en fait le tournoi en année impaire, c'était en 2007. Sinon ça n'a jamais arrivé. Hein. Enfin là il faut... 2007 c'est pas grand chelem en plus. 2007 je suis pas sûr que ce soit un grand chelem. Il faudrait que je vois ça, mais je suis pas certain. Et les années impaires, c'est les années où on se déplace 3 fois. On se déplace 3 fois, effectivement. Tu vois, en 2007, on se déplace en Italie, on gagne 39-3. Ensuite, on va en Irlande. Tiens, ça ressemble un petit peu. On gagne 20-17 en Irlande. On gagne 32-21 contre le Pays de Galles. Et on perd en Angleterre, d'ailleurs. On gagne le tournoi, mais on perd en Angleterre 26-18. Et on s'impose face à l'Écosse 46-19. Après, c'est ce que j'allais dire. Tu peux gagner le tournoi à l'image des Anglais l'année dernière en perdant un match. Hein. Oui, et moi, je vois pas un grand chelem. Comme je t'ai dit, je vois que c'est tellement pour moi homogène. Je vois pas un grand chelem. Forcément, il y aura des défaites. Pour moi, la France peut avoir l'ambition de gagner, mais là cette année, c'est trop dur. En fait, je vois pas pourquoi l'année dernière on ne gagne pas et pourquoi cette année on le gagnerait. On va voir si Rivendi, du coup, on va découvrir ton tableau. Est-ce que oui ou non, tu as mis la France favorite du tournoi de destination? Je l'ai mis à égalité cette fois-ci avec l'Angleterre. Voilà, j'ai pas osé, j'ai pas passé le pas de le mettre. Pas mis de favori devant. non plus. Voilà, ça bouille pas beaucoup. Hein. Ça va, j'ai mis 2 devant. J'aurais mis l'Angleterre peut-être devant mais beaucoup d'absences quand même pour du côté, quelques absences importantes quand même du côté anglais. Mais voilà, l'Angleterre, je la mets devant aussi parce que voilà, ils sont tenants du titre, ils nous battent aussi à l'Autumn Nations Cup, donc forcément. Mais la France dans le prolongement finalement du tournoi de l'année dernière, dans le prolongement aussi de l'Autumn Nations Cup, je trouve que on peut aller gagner le tournoi cette année, je le pense vraiment. Malgré tout, on va encore avoir des Anglais qui vont être très solides, avec Eddie Jones qui est plus remonté que jamais contre la presse pour aller battre les Français. Ensuite, l'Écosse, l'Irlande. Voilà, l'Irlande pour moi, il manque un petit peu c'est un petit peu compliqué en ce moment. Je trouve que Sexton n'est pas au meilleur de sa forme. Je trouve que les dernières sorties avec l'Irlande étaient même plutôt cata. Enfin, je trouve que l'Irlande c'est un peu difficile. Alors que l'Écosse, en revanche, elle remonte. Donc j'aurais presque même tendance à mettre l'Écosse devant l'Irlande. Quand tu vas voir l'Écosse qui va aller taper les Anglais à Twickenham, on en reparlera. En ouverture. Ouais. Franchement, moi j'ai mis surprise possible. Hein. En vrai, moi, si j'ai un billet à mettre avec tous les absents devant au niveau des Anglais et vu ce qui réussit en Écosse, à savoir devant la conquête. Il y a peut-être une dinguerie à faire. Sachant que tu mets des billets toi en plus. Donc t'en mettras un. Ouais, si la cote est belle, moi je mets des billets et c'est vrai que je mets quelques billets de temps en temps. Potentiellement, rassure-moi, Fabien. Oui. Dis-moi que tu as mis la France favorite, qui est une personne sur ce plateau qui défend la France. Eh bien, ça sera pas moi. Je vais devoir le faire et me dévoiler du coup après, mais ça m'ira. Désolé Joseph, moi je vois plutôt l'Irlande favorite, en tout cas gagner ce tournoi. Pour la simple et bonne raison qu'ils ont un calendrier plutôt favorable. Ils reçoivent et la France et l'Angleterre. Et après, ils se déplacent dès la première journée au Pays de Galles. Un Pays de Galles balbutiant qui a perdu la plupart de ses matchs depuis le départ de Warren Gatland,
et de Sean Edwards. Ouais. Donc il y a un renouvellement de génération qui est assez compliqué également au Pays de Galles. Je vois l'Irlande s'imposer dès la première journée là-bas et lancer la dynamique et s'offrir 2 beaux matchs à domicile contre la France et l'Angleterre pour remporter ce tournoi. Ben, je sais que Castres a perdu contre le Stade français, mais je vais quand même te demander d'envoyer le calendrier, s'il te plaît, avec le nombre de réceptions et de déplacements de chaque équipe pour voir en gros qui a 3 déplacements et qui a 2 déplacements. Fabien, est-ce que selon toi, Oui. les extérieurs domiciles a un impact avec le Covid? Il n'y a pas de public du tout. Est-ce que selon toi, ça a un vrai poids malgré l'absence de public? En tout cas, chaque nation aura à cœur de défendre les couleurs de son pays et de son drapeau. C'est sûr et certain qu'ils vont tout donner. Après, c'est vrai que là, cette saison est assez particulière, notamment en France. On le voit en top 14, en Pro D2, tout le monde gagne partout. Il n'y a plus vraiment de règles comme quoi l'équipe à domicile gagne le match à la fin. On sait que les nations britanniques sont bien moins sensibles à ça que nous, les Français. Chaque match sera périlleux, chaque match sera difficile. Là, on voit l'Irlande qui se déplace 3 fois, mais ils iront au Pays de Galles, en Italie et en Écosse, qui restent des nations accessibles pour eux. Donc c'est pour ça que je les estime favoris et gagnants du tournoi. Et excuse-moi, mais les Anglais terminent quand même par France et Irlande. Enfin, tu vois, genre les Anglais, ils vont peut-être dominer au début, mais après ils se prennent France-Irlande sur les 2 dernières journées. Ça va pas rigoler, hein. Moi, je me suis amusé à faire des stats un petit peu là sur les déplacements en top 14, que ce soit la saison dernière et cette saison. L'année dernière, donc avec du public sur 17 journées, c'est 1,41 victoires à l'extérieur par journée sur 7 matchs. Cette saison, c'est 2,56. Wow. Donc c'est quand même quasiment doublé. Après, ça c'est en top 14. Est-ce que ça aura une incidence aussi nette dans le tournoi de destination? Je pense pas, parce qu'il y a ce côté... Il y a ce côté pays, tu vois, qui est un peu au-delà peut-être du club et ainsi de suite. Je pense que ça aura une petite incidence pour des clubs qui peuvent, pour des nations qui peuvent peut-être vite lâcher le tournoi de destination. Moi, je pense notamment au Pays de Galles et à l'Italie qui peuvent, je pense, au bout de la 3e journée, partir un peu en vrille. Et je vois l'Angleterre est capable d'aller gagner en Irlande. Moi, je pense que ça peut être aussi dû au protocole, tu vois. C'est pour les non-britanniques. C'est-à-dire que tu as le voyage, puis tu as tous les protocoles qui doivent être passés, etc. Donc ça rajoute une certaine fatigue psychologique, tu vois, d'aller sur le sol britannique, et au même titre que pour les Britanniques, pour venir se déplacer et prendre d'autres protocoles, que ce soit en France ou en Italie. C'est peut-être la nouvelle configuration. Alors certes, sur le match, tu n'auras pas de public, tu n'auras pas cette pression-là extérieure, mais tu auras une pression, une fatigue peut-être mentale différente. Cette équipe de France-là, du coup, qui va commencer avec un déplacement en Italie, on les voit là, c'est pendant le stage à Nice. Tu parles de protocole, la France a réduit par exemple son groupe qui devait être 42, ils vont être finalement 31. Les joueurs de l'équipe de France A7 vont rejoindre le stage à Nice. Déjà, ouais. Ils sont déjà arrivés, on est lundi au moment où on tourne l'émission. Oui, ils sont déjà à Nice. Ils sont arrivés aujourd'hui. Est-ce que Rivenzi, ce calendrier de la France, donc déplacement en Italie, déplacement en Irlande pour commencer, venu de l'Écosse, déplacement en Angleterre et venu du Pays de Galles, est-ce que tu imagines la France capable d'aller chercher des victoires à l'extérieur, ou avec ces protocoles, c'est trop lourd là? Je pense pas que ce soit trop lourd à mon avis. Déjà qu'on sait qu'en top 14, le protocole est déjà lui finalement assez lourd, donc je pense pas que ça va spécialement les perturber. Moi je pense vraiment en revanche que le fait que d'un certain stade, alors le Millennium, on sait, est très bruyant, que les déplacements avec du public en moins, je pense vraiment que ça peut aider dans ce tournoi des destinations. C'est-à-dire que vraiment, quand il y a de l'hostilité, il y a des joueurs encore qui redécouvrent, qui ont finalement assez peu de grands matchs dans les pattes. Donc c'est quand même un bonus pour ces jeunes joueurs-là de pas avoir cette pression-là du public. Donc moi, je pense que c'est un vrai avantage. Et franchement, affronter les Anglais en avant-dernière journée, je trouve ça plutôt bien, parce que je trouve qu'à chaque fois que cette France s'est retrouvée dans des situations où elle était sous pression, dans des moments importants, j'ai trouvé qu'elle répondait quand même souvent présent, cette jeune génération. Et donc, elle gagnait pas, malheureusement.
Oui. Bah, on les a battus les Anglais quand même. Oui, je c'est te ça. rappelle, Donc, en vrai, je trouve que c'est un match à pression. Oui, mais c'était pas le- c'était pour le coup, c'était pas sur le même format de calendrier, quoi. Ouais, on les a Les battus agents chez nous, début mais on les a de- quand même battus avec du public et on les a battus. Premier match de Galtier, enfin tu vois, on s'en rappelle. Hein. Ouais, mais au Ouais, moment de gagner, l'avantage je de la trouve qu'on France, c'est qu'ils gagne ont pas, battu tu vois. toutes les nations du Nord. Ah oui, Ils je les vois ont ce que tu tous veux dire. battus. Mais justement, c'est peut-être le Oui. moment de passer à autre chose aussi, tu vois, après cette défaite en C'est ce qu'on Écosse. attend, ouais. Typiquement, la défaite en Écosse, c'est là où on doit gagner, etc. Voilà. Et moi, je pense que j'espère qu'ils ont retenu la leçon. Et pour moi, ce sera assez intéressant ce match à plus d'un titre, car si on le gagne, on bascule dans quelque chose d'un petit peu différent. Là, on se rend compte qu'on gagne les matchs importants. Si on le perd, en revanche, on va se poser des questions parce que dans les moments cruciaux, on balbutie un petit peu notre rugby, on n'arrive pas à passer à vitesse supérieure, quoi. Et là, on aura 2 opportunités. Déplacement en Irlande à la 2e journée, déplacement en Angleterre à la J4. On verra si l'équipe de France aura mûri entre les 2 déplacements. On sait que le tournoi dure il y a 5 matchs, ça dure 7 semaines. Donc ça va permettre au groupe France de vivre ensemble, de progresser, de s'améliorer. On n'a pas placé l'équipe de France favorite, mais pour autant on y croit. Hein. C'est vraiment une très grande équipe et qui pourra devenir vraiment de très très haut niveau si elle gagne ce tournoi. Si on l'a gagné qu'une fois, je pense, sur les années impaires, comme le disait Alex, c'est par rapport au fait qu'on va en Irlande et en Angleterre et que c'est compliqué de gagner à chaque fois dans ces 2 grandes nations. C'est 2 exploits, quoi. Voilà, c'est ça, c'est 2 exploits réalisés dans une période assez courte. Et c'est ce qui explique le fait qu'on ait gagné peu de fois le tournoi. Mais comme on le dit, je pense que je vois pas une équipe faire le grand chelem cette année, quoi. C'est-à-dire que même si on perd chez l'un ou chez l'autre, je pense qu'on peut quand même remporter le tournoi de destination. Et l'importance des points de bonus sera prépondérante. C'est comme ça que l'Angleterre a gagné le tournoi l'an dernier. C'est qu'ils ont su rattraper le point de bonus contre nous à la première journée, malgré leur première période catastrophique. Donc là, oui, il faudra être consistant, il faudra être performant chaque week-end. Et c'est ce que l'équipe de France semble être capable. Et là, on verra, ce sera un gros test entre Irlande et Angleterre, selon moi. Après, on a quand même 3 déplacements. L'Irlande a 3 déplacements. L'Angleterre en a que 2, quoi. Pour moi, je suis juste rationnel. Je me dis, des Anglais qui sont peut-être l'équipe la plus en place, même si c'est pas la plus kiffante à regarder jouer, et ainsi de suite, qui a que 2 déplacements, Ouais, mais- ils sont immédiatement favoris pour moi. Sauf que Juste de le façon dernier déplacement, il est en Irlande. Il est en Et Irlande, ouais. Et ça peut être la finale du tournoi. Ah oui, non, mais ça peut être parfait. Et ça change tout, tu vois. Si en J5, tu as une finale de tournoi, faut gagner sur ton terrain. Non, mais Les Irlandais, ils savent gagner des matchs quand même. Hein. Oui, non, mais même hors finale de tournoi. Et c'est plus l'Angleterre finaliste championne du monde aussi. Irlande-Angleterre, de toute façon, c'est la guerre, quoi. De toute façon, enfin, Ouais. que ce soit un match bidon ou une finale de tournoi, ça va, de toute façon, ça se tape dans la gueule et ainsi de suite. Mais Bien sûr, dans le respect des valeurs de l'Ovalie. tu vois, justement, pour moi, il y a une équipe d'Irlande qui est tellement vieillissante et qui a tellement du mal à se renouveler, je trouve, et à proposer autre chose en termes de niveau de jeu et en termes d'idée de jeu que. Ah bah ils vont rester l'Angleterre. sur leur même idée Ouais, de jeu. Hein. alors, c'est dans ce toujours cas-là, un déplacement dans ce compliqué, cas-là, mais ils cette n'ont pas année, ça beaucoup de chance de gagner. On va regarder 3 citations de parmi les sélectionneurs qui ont donné leur conférence de presse la semaine dernière. La première d'Andy Farrell qui dit « La France est parmi les favoris après ce qu'elle a fait l'année dernière. Je m'attends à ce qu'il soit encore plus dangereux. » On va regarder une autre du sarcastique Eddie Jones. Ce qui est super pour nous, c'est que tout le monde aime la France. Continuez comme ça, continuez à dire à quel point ils sont forts. Et la dernière, celle de Gregor Townsend, le sélectionneur de l'Écosse. C'est l'une des grandes menaces de ces 6 nations. À propos de la France, ils sont forts au pied, forts en défense, en ce qui concerne aussi leur secteur offensif. Ils ont un certain flair grâce à leurs individualités. Ils peuvent inscrire des essais venant de nulle part. Rivendi, on sent qu'il y a un respect à nouveau acquis pour la France auprès des autres nations, mais la France n'a toujours pas gagné non plus de compétition. Est-ce qu'en fait, c'est pas la pire des situations d'être attendu comme un favori, mais sans non plus avoir gagné quoi que ce soit qui permette d'être légitime en ce sens? Bon, on va quand même pas se plaindre qu'on nous respecte un petit peu parce que quand même ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Mais c'est assez rigolo de voir ces citations parce que finalement il suffit des fois d'un tournoi et c'est assez rigolo ce que dit le coach Townsend, le coach écossais, parce que c'est vrai que ça se voit qu'il a bien analysé aussi nos points forts, c'est-à-dire les ballons, ces essais qui viennent de nulle part, ça vient bien de ces ballons de récupération qu'on arrive à surexploiter à chaque fois. Justement peut-être que Gabin Villers pourra nous aider pour ça justement et c'est assez rigolo aussi de voir Eddie Jones qui lui est quand même très critiqué justement en Angleterre pour son style de jeu à base de coups de pied de possession, de pression, etc. Donc il est vraiment sous pression aussi sur son style de jeu et c'est aussi ça l'intérêt je trouve en Angleterre de ce 6 nations, c'est-à-dire que si l'Angleterre venait à perdre, Eddie Jones lui qui dit oui on a un jeu un petit peu austère mais au moins on gagne.
Et c'est un petit peu aussi un match dans le style aussi qui va être intéressant. Moi, je trouve qu'elle est quand même hyper intéressante, la déclat d'Eddie Jones. Alors, certes, on le déteste. Et moi le premier, bien sûr que c'est plein d'ironie, etc. Mais il dit quand même des vérités. Quand à demi-mot, il est en train de dire: est-ce qu'on se voit pas trop beau? Continuez de les mousser, ils aiment bien se faire mousser, les Français. Et on a ce même penchant, anglais comme français. Dès que ça commence à bien fonctionner, t'as vu l'enflammade. Il y a 2 ans, on est en train de se dire: bon, c'est catastrophique, est-ce qu'on va battre l'Écosse? Et là, cette année, on est en train de se dire: en un an, tout a changé. Donc forcément, le groupe, le rugby qu'on propose est bien plus beau. Donc on a le droit de s'enflammer. Mais on s'enflamme aussi peut-être de manière trop excessive, au même titre que les Anglais se la racontent terriblement, et pourtant ils se font sortir en finale de Coupe du Monde, voilà, parce qu'ils se sont vus trop beaux. Ça me fait plaisir. Quand même, qui à la fin de cette conférence de presse s'est adressé aux journalistes et a dit: mais continuez d'écrire des articles sur eux. Moi, j'adore vos articles. Il a pointé quelques journées. J'adore tes articles sur la France. Pression sur les Bleus. Tes articles sur Galtier. En gros, continue, vas-y. Il régale. Et donc, quand je vous entends parler, je vois que quand même l'Angleterre est un peu au-dessus globalement en termes de favoris. Pour l'Angleterre, sur les 10 dernières éditions impaires, ils ont terminé en moyenne à la 2e place. Ouais, c'est ce que je disais, avec 4 titres. Ouais. Ce que tu me disais. Toi, Fabien, qui a pas mal de Britanniques, tu es entraîné même par Richard Hill à Rouen, par aussi Palmer, un ancien du Stade Français comme entraîneur des avants. Quelle image aujourd'hui a Eddie Jones auprès des Anglais? Ils le trouvent, ils sont quand même lucides, ils savent très bien qu'il paraît arrogant, mais ils savent aussi que c'est peut-être une façade et une manière de se présenter en public. Lorsque Eddie Jones a ce genre de phrase, c'est pour justement tourner la pression et l'attention vers la France, car il sait peut-être qu'historiquement, que culturellement, la France se pavane assez vite. Et on a du mal à enchaîner les prestations. Rappelez-vous, quand on fait à chaque fois un exploit en Coupe du Monde, on le confirme pas le tour d'après. Quand on bat l'All Black en 99, la finale, elle est pas top contre l'Australie après. La même chose lors d'autres éditions. Donc je pense que les Anglais, comment voient-ils Eddie Jones? Comme quelqu'un qui a réussi à insuffler une nouvelle dynamique et à donner confiance à une génération. Et après, le personnage public, certains s'en amusent, certains le trouvent arrogant. Mais toujours est-il qu'il fait du bon taf et qu'il fait parler de lui et de son équipe. Moi, Eddie Jones, j'apprécie pas trop le gars parce que ça m'intéresse, sa façon de parler, cette attitude là, moi j'en peux plus de ça. Mais il y a un truc avec les Anglais, enfin pour moi qu'il faut surtout pas sous-estimer, c'est quand même il y a une situation sanitaire qui est catastrophique en Angleterre et vraiment, enfin courage à eux et tout ça. Et je pense que d'un sens, on peut se dire le rugby peut-être qui est pas si important. Tu vois, dans tout ce qui se passe, parce que nous, déjà, on se plaint, mais eux, c'est un niveau extrême. Et dans l'autre sens, c'est peut-être finalement la seule chose un des seuls trucs qui va leur faire plaisir pendant ce tournoi. Et ça met une pression, tu vois, quand même. Ouais. Ça met une pression de te dire. Je me rappelle de Fabien Galtier qui, à la fin de chaque match, il l'a refait. D'ailleurs, cette semaine en conférence de presse, il disait, mais nous, on gagne pour la France qui est en galère aujourd'hui, on gagne pour la France qui est touchée par la Covid, et ainsi de suite. Et les Anglais qui sont dans une situation vraiment difficile. Je pense que ça peut être une pression de se dire les gens attendent beaucoup de nous. Ils attendent qu'on leur donne le sourire, ils attendent tout ça. Et je pense que les Anglais vont devoir gérer ça. Et ça va pas être évident de jouer là, alors qu'il se passe ça en Angleterre. Et puis derrière, devoir en plus performer parce que tu te dis, moi je veux que le pays soit fier de moi. Tu vois, ça rajoute une pression qui était peut-être encore. Ou ça rajoute un supplément d'âme, quoi. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que la pression est compliquée parce qu'ils sont en bulle. Comment il la gère, c'est quand même pas facile. Ouais. Enfin, tu vois, c'est pour ça que Joe Marler, par exemple, lui, il attend un enfant et donc du coup 8 semaines sans voir sa femme, c'est pas possible. Ouais. Donc, du coup, il a refusé la sélection parce que tu es dans une bulle pendant 7 semaines, 8 semaines et c'est clairement très très dur dans une situation comme on la connaît tous. Tu me parlais beaucoup des absences, Aymeric, dans ce tournoi-là. Et pour toi, ça va avoir un impact particulier. On a un tableau qui montre quelques gros absents de ce tournoi-là. Liam Williams, le Gallois. Virimi Vakatawa pour la France. Il y a toute une panoplie d'absents quand même en Angleterre. Et potentiellement, est-ce que oui ou non,
c'est la nation la plus amoindrie. Est-ce qu'ils vont en pâtir pour toi ? Je trouve qu'on est bien abîmés nous aussi, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie, on a quand même perdu notre 10 titulaire Ntamak. Jalibert va faire la maille, il n'y a pas de souci, mais ça reste quand même Ntamak. Et on perd Vakatawa, qui est sans doute l'un des meilleurs centres du monde à l'heure actuelle. On perd Kamisha, qui est... Bourgarit fera aussi la maille, mais Kamisha, c'est quand même un X-Factor quand il rentre. Clairement, il est tellement énergique, etc. Donc je pense que la France est très abîmée. Et en effet, l'Angleterre, Underhill, Marler, Tuilagi, Launchbury, Makovnipola et Sinclair sur le premier match qui est suspendu. Et à un moment donné, devant, ils sont fortement abîmés, les amis. Donc oui, donc ce pourquoi moi j'ai mis il n'y a pas de favori, c'est aussi à cause des blessures. Les Anglais très abîmés, et en plus ils ont un groupe qui tourne très peu, contrairement à nous où on a vu beaucoup de joueurs. Les Anglais, c'est je crois que dans les sélections, nous quand on a vu 64 joueurs, Eddie Jones il en a sélectionné 28. Donc à un moment donné, ils tournent très peu. Là, il y a 2-3 petits nouveaux dont on va parler juste après, mais ça reste quand même un groupe qui bouge peu, qui reste fort sur ses principes. Seulement quand on enlève d'énormes éléments comme Underhill, Launchbury par exemple, ou même Marler, même Tuilagi derrière, enfin tu vois là, les 4 que t'as mis, bah ouais, ça va faire mal. Je pense que la machine elle va être un peu moins bien huilée, quoi. Rivenzi ? Ouais, je suis un petit mot quand même parce qu'on en a pas beaucoup, on n'a pas du tout parlé. Nos amis italiens aussi qui ont des jeunes joueurs aussi qu'ils essaient d'intégrer dans leur groupe et qui malheureusement eux aussi se blessent. Ils ont leur 10, leur demi d'ouverture aussi qui me semble est blessé. Mais Minozzi c'est un choix, lui aussi, il veut pas participer à cause de la Covid. Ouais, donc du coup c'est un peu dommage parce que ils ont quand même une nouvelle génération qui devrait avoir du temps de jeu et malheureusement là ça ne sera pas pour cette année, quoi. Ouais, j'ai une petite pensée pour l'Italie. Ils ont 2 super joueurs, Minozzi et Jake Polidri. Les deux jouent pas, donc ouais, c'est ça. Ouais. bonne chance. Et puis Bon voilà. chance. L'Italie, après s'ils nous tapent à Rome, pardon, mais j'y crois pas. Mais voilà. Si nous tapent C'est à jamais, Rome, mon pote, On est capable de je porte des maillots de La Rochelle jusqu'à la fin de la saison. Oh putain. Oh, arrête. Oh là là. Parce qu'en vrai, j'ai envie que tu portes des maillots de La Rochelle jusqu'à la fin de la saison, mais ça me tuerait qu'on perde à Rome. Quoi. Et je m'ettais dit Thomas barré dans mon dos, mon pote. Oh là là. Putain, je rêve alors. Attends, je suis pas loin d'espérer une défaite là. On a beaucoup évoqué la France, l'Angleterre. On a commencé à parler de l'Irlande. On a un tableau qui résume un peu la situation actuelle de l'Irlande. Alors, on va voir que Paul O'Connell, l'ancien deuxième ligne, qui est passé notamment par le Stade français, par le staff du Stade français, a rejoint l'Irlande et Andy Farrell. Sexton, soi-disant, n'est pas concurrencé d'après Farrell. C'est une des thématiques de la presse irlandaise en ce moment. Le Leinster et le Munster dominent très clairement le Pro 14 et on pourra même rajouter que le Connacht et l'Ulster sont deuxièmes de chaque division aussi. Et par contre, il y a un calendrier qui est soi-disant défavorable. Toi qui vois l'Irlande favorite, Fabien, qu'est-ce que tu en penses globalement ? Comment tu défendrais clairement l'Irlande ? Je défendrais l'Irlande par rapport à leur style de jeu éternel qui est fait de... Chiant, tu veux dire. Ouais, on est totalement d'accord, mais pragmatique et efficace. Pragmatique, voilà, c'est le mot que je cherche. C'est un synonyme, ouais. Non, mais voilà, c'est efficace, ça gagne à la fin et... Ça gagne à la fin, ça gagne tout le temps. Il y a un renouvellement de génération assez lent, là, également. Comme un peu, on en parlait du Pays de Galles. Mais pour autant, les vieux dinosaures comme Sexton, comme Conor Murray font la maille. Il y a 2-3 jeunes à la charnière qui sont prêts à prendre le relais. Paul O'Connell dans le staff amènera toute son expertise et sa science de la touche, grâce à laquelle il a régné sur le 6 Nations pendant 10 ans. Moi, honnêtement, je trouve l'Irlande toujours favorite. Le calendrier est dit défavorable, mais ils reçoivent les 2 plus grosses équipes, que sont la France et l'Angleterre. Donc l'Irlande sera championne. Moi, franchement, le meilleur truc pour l'Irlande, c'est que Jacob Stockdale soit absent. Il est scandaleux depuis un an, mais scandaleux. Tu sais qu'il a reçu des menaces de mort et tout après la Coupe du Monde, pour sa Coupe du Monde qui était en demi-teinte. Ça fait non, mais je sais pas ce qui lui est arrivé. Pourtant, c'était le 15 titulaire. Depuis la Coupe du Monde, il est horrible. Et en plus, Colby, il a la moitié de son âme, il se balade toujours avec la moitié de son âme dans le sud-ouest. Et du coup, c'est compliqué pour lui. Non, mais Stockdale, il est horrible. Vraiment, je comprends pas. Il a dû lui arriver un truc dans sa vie, je sais pas. Oui, puisqu'il est tellement fort. En tout cas, il a perdu ton respect. Il part tout là-haut, puis je sais pas. Bon, il a perdu ton respect, on a bien compris. Il a totalement tu vois, tout perdu. Eux, ils ont tous leurs leaders. Le seul absent qui manque, comme le dit Alex, c'est très bien. Ouais. Et puis alors par contre, moi j'adore les Irlandais, j'adore ce côté, c'est de ce pays, ainsi de suite, tout le folklore qu'il y a. Les Irlandaises, tout mais ça, ok. aussi, pourquoi pas. Mais la Guinness aussi. Oh, voilà, après c'est un choix. Hein. C'est une vie que j'ai choisi de mener en tout cas. Non, mais après par contre, ce jeu irlandais, moi, il me gave.
cave à un point, j'en peux plus. Il n'y a pas de renouvellement de génération. Sexton, il a 108 ans. Et vraiment, il est commotionné tous les 4 matins. Cette équipe, elle ne me fait pas du tout rêver. J'en ai marre de la regarder. Et en fait, pour moi, on arrive au bout. Tu vois, de ce pragmatisme. C'est-à-dire que ce pragmatisme, il marchait bien quand le jeu était plus ouvert et ainsi de suite, parce qu'il y avait une vraie rupture. Maintenant, dans un jeu, où dans un rugby, où le jeu au pied, il est légion, où les défenses sont plus serrées, où les ballons de turnover sont plus exploités, finalement, elle devient une équipe comme les autres, quoi, pour moi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une marque de fabrique, et il y a des joueurs qui sont vieux. Donc pour moi, ça s'écrase. Mais du coup, je les vois finir 4 ou 5e. Au contraire, sincèrement. Au contraire, je l'assume. Je vais donner la parole à Aymeric pour donner la nation contraire, on va dire, qui est l'Écosse. Alors attends, parce que moi, si je peux revenir juste sur ça, je vois ce que tu veux faire et il faut qu'on avance, il n'y a pas de problème. Je dis juste que moi, le seul point noir que j'ai noté pour l'Irlande, c'est contre la France, contre les gros, ils perdent. Ils ont perdu contre les Anglais, ils ont perdu contre la France, ils ont perdu contre le Japon, et ils ont pris une branlée contre les Blacks dans leur dernier match. C'est révélateur. Donc il faut qu'ils passent un cap, tu vois. Mais c'est aussi parce que leur jeu, ça fait 8 ans qu'on le connaît, donc au bout d'un moment, on sait jouer avec. Donc, mais nous, on a beaucoup de blessés. Mais à contrario, regarde l'Écosse qui joue très bien, qui a un jeu beaucoup plus séduisant, qu'on aime regarder. Il y a des jeunes qui arrivent, il y a une très belle conquête, mais au final, il n'y a pas les résultats. Donc c'est le contraire de l'Irlande. Moi, je trouve qu'il y a la Russell dépendance un peu. C'est-à-dire que Phil Russell est un joueur génialissime, mais alors, comme au même titre qu'avec le Racing, c'est soit il te fait gagner le match, soit vraiment il te le fait perdre à lui tout seul. Avec des mauvais choix de jeu, avec des touches pas trouvées, avec des erreurs qu'il ne doit pas faire normalement. Alors, je trouve qu'il y a un peu une Russell dépendance parce que devant, ils sont de plus en plus impressionnants. Je trouve qu'en termes de conquête, ils ont cassé des bouches. Mais le problème, ça reste toujours le réservoir à l'Écosse. Tu vois, ça reste un petit peu. Russell Townsend, c'était quoi la brouille initiale? Il s'était mis une murge. Ouais, donc il l'avait. Il y avait autre chose, mais c'était bien. Finn Russell s'était mis une murge et du coup, Townsend l'avait écarté de son groupe pour la Coupe d'automne des Nations. Et désormais, Townsend l'a réintégré et Russell a dit voilà, en fait, il fallait qu'on s'embrouille et aujourd'hui, on va repartir de zéro. Et on sent vraiment Rivenzi, que Russell est le facteur X de l'Écosse, très clairement. C'est un joueur qui est quand même très talentueux, comme tu le dis, on a un petit peu une Russell dépendance. Maintenant, je pense que aussi il y avait un problème chez l'Écosse, c'est justement cette ultra dépendance de la performance de Russell faisait qu'il y avait peut-être un manque d'arguments aussi, comme tu le disais, devant. Mais maintenant, ce renouveau de génération fait que maintenant, on a plus d'armes aussi du côté de l'Écosse pour aller embêter les gros. Donc peut-être justement qu'on va être moins dépendant de Russell dans ce tournoi parce qu'on aura plus de flèches offensives. Devant, on aura, je pense aussi, de quoi faire la guerre devant. Donc je pense que même si Russell est un petit peu en deçà, on peut avoir des gros matchs de l'Écosse cette année. Toujours Hogg, qui est le capitaine. Il ne faut pas sous-estimer les avants écossais. Non, mais c'est ce que je dis, la conquête écossaise, elle est incroyable. Ces avants, la troisième ligne, Fagerson, ça, c'est des gros joueurs. Ça monte en puissance, c'est impressionnant. Et puis il y a toujours les frères Gray. Pour moi, il y a Johnny Gray, il a 25 ans ou 26 ans. T'as l'impression qu'il est là. C'est clair. Il fait 25 plaquages par match, il est vivant encore. Une énorme deuxième ligne. Non, mais moi j'aime beaucoup l'Écosse. Franchement, c'est une équipe. Après, on adore l'aimer aussi. Ouais, en France, il y a un très gros capital sympathique. Ouais, voilà, parce qu'il dit j'adore l'Écosse, mais il les met quatrième, quoi. C'est vrai on les a bien détestés l'année dernière, quand même, quand on a perdu là-bas aussi. Ouais. On termine ce débat avec le Pays de Galles, qui, si on m'avait dit ça il y a 2 ans, je me demande ce qui se serait passé entre-temps. Mais le Pays de Galles, aujourd'hui, vous êtes tous les 4 à les mettre parmi les derniers, peut-être même avant-derniers. 5e du 6 Nations 2020. Pire résultat depuis 2007. 5e de l'Autumn Nations Cup. Wayne Pivac, donc le nouveau sélectionneur que vous voyez en photo. La presse nationale et mondiale se demande un peu quel projet de jeu, parce qu'en fait, il amène un projet de jeu qui est très tourné vers le jeu, comparé à l'ancien jeu de Gatland Edwards, qui était beaucoup plus restrictif, on va dire. Et donc, il y a ça. L'absence de Sean Edwards, Fabien. Qu'est-ce que tu penses du Pays de Galles? Est-ce que tu penses qu'ils peuvent se relever avec Wayne Pivac? Non, je pense que le Pays de Galles a un cycle plutôt négatif. Voilà, il n'y a pas eu de renouvellement de génération. Alun Jones, quel âge a-t-il? Combien de sélections a-t-il? Il veut battre le record, mais il est quand même très fatigué. Quoi. Il est très fort, mais c'est le symbole aussi de ce pays, de cette nation rugbyistique qui décline. 35 ans, je crois. Voilà, ça décline. Fait plus. Il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que le Pays de Galles, c'était les champions du monde de gagner les matchs à l'arrache et au mental.
C'est ce qu'ils ont fait pendant 5-6 ans avec Gatland. Et avec Alf Penny aussi, des années avant, qui mettaient tous les points Shane de Williams, partout. qui mettait des essais Voilà. la dernière et tout. Là, maintenant, ils n'ont plus des joueurs comme ça, même si on va parler d'une petite pépite plus tard. Ils n'ont plus grand-chose qui leur permet de gagner des matchs. Parce que vous en pensez, on dirait la France d'il y a 50 ans. Voilà, Ouais, un c'est peu, ça, ouais. ça Non, mais c'est balbutie, vrai. ça tente. Non, mais Et il y a un cycle négatif qui est mis en place et il faudrait un renouvellement de génération, peut-être de staff. Après, l'idée qu'ils ont de jouer, c'est plutôt cool parce qu'ils nous ont bien embêtés pendant des années également avec leur jeu plutôt stérile. C'était pragmatique aussi. Ouais, voilà, on peut dire Ok. ça. C'était très stérile, mais ça a gagné. Voilà, le Pays de Galles, pour moi, ça décline et ils termineront très probablement à la 5e place. Et 3 victoires en 10 matchs, Wen Pivac. Donc 30%, c'est un truc, c'est un peu Saint-André, tu vois, dans l'idée. Sauf que là, c'est 3 victoires, 2 contre l'Italie, 1 contre la Géorgie quand même. Donc quand même, c'est 3 demi-victoires, quoi. Ouais. Tu vois, moi j'ai envie de dire 1 victoire, tu vois. Parce que ouais, vraiment, c'est des tiers de victoire à chaque fois. La Géorgie, notamment, quand tu gagnes 18-0 contre la Géorgie, tu vois, 18-0, je trouve que c'est C'est faible. pas assez, quoi. Ah non, c'est pas assez. Et, Respecte un peu les Georges. non, mais j'ai rien contre eux. Mais c'est un pays idéal quand même. Après, c'est un petit Ah, pays. bien sûr, Il y a sûr. peu de licenciés. Il y a 2 Géorgiens là. Que des piliers. Non, mais ouais, c'est un petit pays. La moitié des mecs s'appellent Davis, Williams. Tu vois, Wow. il y a très peu Qu'est-ce de que monde dans ce pays. t'insinues là? Très géographie Non, non. aujourd'hui, Alex. Hein, Ouais, pour le coup, Corse, ouais, Pays de Galles, Je sais pas, ouais, tu vois, Tu c'est veux mon qu'on manque aille de faire une voyage. petite visite guidée au Millennium Tiens, non, on c'est va- pas on va- possible. Truc de fou le Millennium quand même. Ah, ils ont un stade incroyable. Commence mais, pas à parler des stades avec Alex parce que ah, ce je suis mec un est dingue. passionné Ouais, des t'es un stades. fou, toi. Il a des posters chez lui de Non, mais- stade. tu vois. non, ah mais ouais, t'es dans fou, le toi. Millennium, il y a un couloir que j'adore, les toilettes sont ouf, il y a Halloween Jones en T'as vu les photo. petits sautières de Millennium, t'as vu ou pas Attention avec les stades. Non, le Pays de Galles, après, tu vois, ils ont plus Sean Edwards, quoi. Donc, ils ont bâti une nation dans le rugby sur les 15 dernières années sur un système de jeu qui n'existe plus. Donc, heureusement qu'ils sont en galère. Sinon, si c'était incroyable, je serais inquiet, tu vois. Je me dirais, mais comment ils font avec si peu de joueurs, avec des départs comme Gatland et Edwards, ça va être aussi fort. Donc, Ouais, non, c'est Gatland, normal Edwards. qu'ils en soient là. Après, il faut voir quand est-ce qu'ils vont revenir au premier plan. D'ici 2023, ça me paraît difficile. Faut un cycle. Hein. Je pense qu'il faut au C'est moins ça. un cycle, voire 2. Donc un cycle, c'est 4 ans, c'est une Coupe du Monde. Après, taper sur le sélectionneur, je suis pas sûr. Mais Ouais. C'est des cycles qui sont tout aussi vrais voilà, pour des pays qui sont aussi petits, quoi, tu vois, parce que c'est des générations qui mettent du temps à changer, à se renouveler, donc tu es vraiment dépendant de ça. Quoi, alors qu'en France, tu peux avoir un groupe qui va être moins bon, mais tu vas toujours réussir à trouver, dans le nombre de licenciés quand même qu'on a, des petites pépites qui nous permettent quand même de faire des bons résultats. Quoi. Et on suivra forcément hein, la compétition de l'Italie, mais dans les favoris, un débat sur les favoris de la destination 2021. On peut pas forcément évoquer l'Italie, mais Franco Smith, le sélectionneur, dit qu'il sait où il va, par exemple. Donc, on va. Non, mais très On va classe. suivre Non, mais par ça. contre, très classe. Quand Minozzi a dit je ne veux pas jouer à cause de la Covid, il a dit mais je comprends totalement. C'est une star de l'Italie, mais son choix il est ultra respectable. Ouais. Tu vois, ce côté-là, j'aime beaucoup. Parce qu'il joue en Angleterre, pour le dire, et qu'il a eu une pression psychologique avec le variant il l'a dit, il l'a pas supporté. Et donc aujourd'hui, il n'est pas capable d'être à 100% pour sa Comme nation, Joe donc Marler, il ne vient ça a pas. été hyper bien, Ouais, hyper exactement. bien accepté, etc. Bravo. Et c'est normal dans cette situation. Comme Sébastien Vahamaina. Family first, comme ils ont. Comme Vahamaina qui dit qu'il ne peut plus être là pour notre sélection, donc il se met de côté. Et ça aussi, c'est dommage, mais bon. Alors, on a terminé avec ce débat-là et on va passer au focus. Mais avant le focus, on a les mots de la mi-temps. C'est parti. On peut parler de mouvement, on peut parler de tout. Si on n'est pas bon dans le combat, on peut pas gagner. Cette chronique d'Emeric, les mots de la mi-temps, qui va faire plaisir à Fabien, parce que aujourd'hui, sache mon Fabien que Emeric veut nous parler de Pro D2. Non, parce que ça n'intéresse personne. Voilà, si ça l'intéressait, mais le lancement exprès. il serait pas l'enfoiré. 13e. Voilà. Alors, je vais plutôt vous parler de la règle des 6. La règle des 6, bien sûr, du gouvernement, mais juste retenez ça en tête. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. C'est quoi la règle Ce week-end commence le tournoi Destination. Enfin, le tournoi. Alors, bon. on sait quand ça commence. On sait un peu moins quand ça finit. C'est un peu comme nos érections quand on est bourré, tu vois, ou la Shkoumoun de Guilhem Guirado. Bon, alors, Ça n'est jamais terminé. comme je disais, on est tous très excités. Après tous ces mois à souffrir, retour du tournoi Destination. Oui, du rugby international. Oui, du rugby de haut niveau. Oui, premier match, Italie-France. Non, non, merde, reconfinez-nous si c'est pour faire ça. Ça dégoûte.
C'est comme réussir à faire l'amour à la plus belle femme de la planète, sauf que quand t'as fini, tu découvres que c'est ta cousine. Oh non. Oui, et bah pareil, voilà, t'es content parce qu'il s'est passé, t'as passé un bon moment, mais bon, il y a quand même un petit arrière-goût dans la bouche, bizarre. Donc je vais encore une fois poser la bonne question. Est-ce qu'on est vraiment obligé de respecter la règle des 6 ? Est-ce qu'on reviendrait pas plutôt à la règle des 5 ? Tu vois ce que je veux dire ? Non, parce que à un moment donné, ça fait 21 ans que le 6 Nations existe. 21 ans. 21 ans. Au début du 6 Nations, on payait en francs, Joseph. Mais quand même, pour te dire, au cinéma, sortait Toy Story 2. En 2000, on découvrait Clara Morgan. Et je peux te dire qu'on savait pas encore que c'était une chanteuse et une animatrice TV. Hein, Fabien, tu t'en rappelles toi aussi, hein ? On a pris des ampoules sur la collectionneuse, on connaît. Alors tout ça pour te dire que 21 ans, c'est long. Est-ce qu'on peut faire un bilan de l'expérience ? Oui. Alors désolé mes amis italiens, et en même temps j'ai autant d'amis italiens que de rapports sexuels en 2021, donc ça devrait pas fâcher grand monde. Qu'est-ce que vous foutez là, sérieux ? Qu'est-ce que vous faites là ? Franchement, tu préfères jouer Exan ou l'Italie ? Il y a match. Et d'ailleurs j'en place une pour tout connard de club qui pense que Exan c'est un club, hein, t'as connu ça toi aussi ? Des mecs, franchement je joue Exan ce week-end. Vas-y, tais-toi. Donc les rugbyman bien évidemment sont pas tous des génies, on le sait, hein, pour sauver le monde. C'est non. Pour faire des barbecues, c'est oui. Voilà, un petit moyen important. Je vous vois venir dans les commentaires là, parce que je vois les commentaires de la vidéo. Oui, mais les Italiens, ils nous ont déjà battus, gna gna gna. Et puis s'ils étaient pas là, on aurait un week-end sans jouer, gna gna gna. Ou alors pourquoi pas les Géorgiens, gna gna gna. Oui, dans les commentaires, ils font des gna gna gna. Les Italiens, ils ont gagné une fois en 2020. Une fois contre les Fidji. Sur tapis vert à cause du Covid. Donc à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Les mecs, ça fait 21 ans qu'ils sont dans le haut niveau. Tu t'attends à une amélioration ? Eh ben non, on dirait ma scolarité. Si le 6 Nations, c'était la finale des 100 mètres au JO, les Italiens, ça serait grand corps malade. Tu vois ? La dernière victoire des Italiens dans le 6 Nations, c'était le 28 février 2015 sur un essai de Thomas O'Halloran à la 80e en Écosse. En 2015, Joseph. Il y a 6 ans, 2 Coupes du Monde. Fabien, il jouait à Aubenas. Il était ailier. À un moment donné, ça va. On avait Scott Penning à l'arrière, on en prenait 60 en quart de finale contre les Blacks. Noves, il avait 1 million de moins sur son compte en banque. C'était il y a longtemps. Tout ça pour dire que ça fait longtemps et que j'ai de la peine pour eux. Après, il y a quand même un truc qui me fait dire que la règle des 6, c'est pas si mal. C'est que les bières sont vendues par pack de 6. Alors il doit bien y avoir une raison. Allez, bon tournoi à tous. Tu aimes la bière. Wow, elle te manque, cette bière. Non, tu sais, on peut toujours en boire des bières. Par contre, on en boit moins avec les copains, quoi. Mais, On a mis des ampoules sur la collectionneuse, mais alors celle-là, elle est vraiment incroyable. Après, bon, il y a débat, la collectionneuse, voilà, les secrets de Pauline. Enfin bon, on sait pas quoi, tu vois, à un moment donné. Cet homme de lettres, quoi, c'est fou. Beaucoup de métaphores. C'est ça. Que des métaphores. C'est de la culture. Que des métaphores. Ça régale. Alors on a terminé avec ces mots de la mi-temps et on va démarrer la deuxième mi-temps qui sera un peu plus courte, mais c'est un focus avec les pépites du tour à destination. On va vous faire rêver, c'est parti. Oui, qu'on parle de moi, du tout, je sais pas moi. On a rien fait. Merde. On se prend pour qui ? Mon Dieu. Alors, ce focus-là, on a choisi 5 joueurs qu'on va suivre particulièrement. Il y a des très jeunes, il y en a des un petit peu moins jeunes, mais on va rester en dessous de la barre des joueurs de moins de 25 ans. On va démarrer avec un premier nom. C'est un demi de mêlée de l'Angleterre qui est sélectionné pour la première fois. C'est Harry Rendall qui joue donc à Bristol. Demi de mêlée de 23 ans et qui fait des merveilles à Bristol, Alex. Ouais, c'est un joueur que j'adore. Il a 23 ans, 76 kilos. C'est un demi-mêlée qui va très vite. Qui est en plus l'initiateur d'un jeu ultra déployé là, de Bristol. Et il aime beaucoup le jeu. Il a une grosse capacité à répéter les efforts, à suivre le jeu. Ce côté un peu Antoine Dupont, tu sais, quand il y a un mec qui perce, qui est inter, toujours Antoine Dupont. Harry Rendall, il a un peu ce côté-là aussi. C'est un gars qui est suivi depuis très longtemps en Angleterre. Hein. À 17 ans, il jouait déjà avec le U20. Donc tu vois un peu l'idée. À 18 ans, il était titulaire indiscutable. Et il avait fait un choix que j'apprécie beaucoup. C'est que à l'issue de sa formation, à 18 ans, il ne choisit pas d'aller en première chip pour être remplaçant et faire du banc. Il va en deuxième division. Il va à Hartbury. Comme Fabien. Ouais. Il va à Hartbury et il se retrouve titulaire indiscutable dans cette deuxième division. Il ne reste pas longtemps parce que vite il signe à Bristol. Et il est présenté comme le joueur le plus excitant de la génération par Bristol. Bon, c'est un peu de com évidemment, mais bon, depuis il est indiscutable en fait. Le gars, il a tout pour lui. 2 petits axes de progression, la gestion des temps faibles, on ne sait pas trop parce que à Bristol ils en ont rien à foutre.
Donc, de toute façon, temps faible ou pas, on relance. En même on temps, joue. ils gagnent tous leurs matchs. Donc, Ouais, à partir de là. donc, Équipe voilà. de Semir Adradra, on le C'est rappelle. ça. Donc, Équipe ça- en tête de la Championship. Il bute pas, enfin il bute pas, en tout cas il bute pas en club. J'imagine qu'il doit avoir un jeu au pied, mais en tout cas il bute pas en club et ça peut être un point de Non, progression ou il a pas. un bon jeu au pied et c'est Eddie Jones qui le disait aussi. Ouais. Il le prend pour sa bonne vision de jeu et pour mettre la pression à Youngs et à Robson. Après, pour moi, il a les qualités pour devenir un titulaire avec l'Angleterre sur 10 ans, sincèrement. Et il est temps que Ben Youngs se on n'en peut repose. plus de lui. Hein. Ils l'ont fait avec Ben Youngs, donc peut-être qu'un joueur talentueux pourra prendre le relais. Ouais. Ça veut dire que Ben Youngs aujourd'hui il est cramé, Fabien? C'est le parfait neuf pour le jeu stérile et pragmatique de l'Angleterre, quoi. Ouais, mais après, voilà. Stérile, mais- pardon, le jeu nul. quoi. Ouais, c'est ça. Mais- Du coup, est-ce que mais- ce jeune joueur, mais tu vois, la question que je me pose, c'est est-ce que du coup, il peut s'adapter à ce jeu peut-être fermé en anglais, Harry Randall, alors que c'est un joueur qui pourrait jouer avec l'équipe de France, à exploiter des ballons de récupération, à foutre un peu le feu quand il rentrera. Moi, je pense que sincèrement, s'ils veulent produire du jeu les Anglais, il faut l'installer le plus vite possible, et notamment en vue de 2023. Emeric Rivendi? Moi, je trouve qu'il est génial ce joueur. Comme tu l'as dit, franchement, pour la comparaison avec Dupont, il est pas mal. Il est juste un peu moins galbé. Je pense Ouais. qu'il rebondit Oui. moins sur les adversaires, mais il est tout aussi tonique. Je pense qu'il est un peu plus rapide que Dupont. Et voilà. Il y a juste un essai très rigolo qu'il a marqué. Il aime bien le chocolat puisqu'il n'a pas hésité à y aller contre Exeter, donc champion d'Angleterre et puis champion d'Europe. Ils mettent un essai sur touche où c'est lui qui va conduire le camion et qui prend la balle au talonneur, va prendre la balle à un talonneur sur un camion. À mon avis, il faut avoir un peu des grosses ballocks et lui il les a, donc c'est un très très bon joueur. Je vois déjà les commentaires arriver. Attention, je dis pas qu'il est au niveau d'Antoine Dupont. Hein. J'imagine déjà. faut faire gaffe. Non mais il est pas encore au niveau honnêtement, d'Antoine il fait Dupont. penser à dans le style, c'est ça que tu as voulu dire. Mais voilà, mais parce que vraiment, il suffit de le regarder une fois ce joueur pour aimer. Hein. C'est assez. moi, je vous avoue, j'ai pas vu les matchs de Bristol, donc j'en sais assez peu. Maintenant, c'est vrai que comme tu le disais, Eddie Jones fait assez peu tourner son groupe. J'ai hâte de voir le temps de jeu qui va lui être donné quand même. C'est ça qui va être intéressant, et surtout dans un style de jeu. Et tu m'as enlevé un peu les mots de la bouche, dans un style de jeu un petit peu austère. Tu disais que c'était plutôt un joueur qui aimait justement faire le jeu. Comment est-ce qu'il va réussir à s'insérer dans le collectif? Seule déception sur ce joueur, c'est qu'il aurait pu choisir la nationalité galloise. Il a préféré la mauvaise. Voilà. On va regarder le deuxième joueur qu'on va suivre, c'est Paolo Odogwu, le centre de 23 ans. Alors lui, c'est un joueur qui joue chez les Wasps. Emeric, qu'est-ce que tu peux nous dire pour ce joueur si on ne le connaît pas? Alors moi, il me fait penser à Sosoni Buka. Pas une bonne idée ça. Sans la bedaine. En gros, là on le voit pas bien sur l'image. Il a des cuisseaux, mon pote. On le voit Il quand a même des un petit peu. cuisseaux, mais énormes. Et il va à une vitesse. Au début, il est ailier. À l'origine, il est ailier. Il était très inconstant à l'aile. Suite à blessure de. Fekitoa. Blessure de Fekitoa, exactement. Il a été repositionné au centre et depuis, il fait un début de saison magnifique. Il impressionne tout le monde sur ses prises de balles. Mais tu lui laisses vraiment un petit espace, il va à une vitesse. Moi, il m'a impressionné, les gars. Et c'est pour ça qu'il m'a fait penser à Sosoni Buka dans le côté. Tu sais, il est tellement gros, mais musclé, tu vois, des cuisses et tout, et du bas et des hanches. Tu te dis, il peut pas aller vite, tu vois. Bah si, il va à 2000. Il va à 2000, très impressionnant, très solide. Après, une grande marge de progression. Ça fait vraiment partie des énormes espoirs anglais. Et il aurait pu choisir la nationalité italienne. Ah, bizarre, il n'a pas choisi. Il a choisi les Anglais, bizarre. Étonnant. C'est pas la pire nationalité, du coup, cette fois, c'est ok. Non, là pour lui c'est ok. Là pour lui c'est ok. Fabien, toi, est-ce que Oui. tu regardes beaucoup de matchs comme ça, de la première chip notamment? Est-ce que Paolo Odogwu ou un autre t'a tapé dans l'œil? Non, je regarde plus les résumés de matchs sur YouTube que les matchs en entier. C'est vrai qu'Odogwu, depuis qu'il est passé au centre, on en entend parler et on le voit assez fantasque et gagner beaucoup de duels. Son entraîneur disait de lui qu'à l'aile, il était au final sous-utilisé. Il avait peu de ballons et peu d'opportunités pour se mettre en valeur. Là, le fait d'être replacé au milieu du terrain lui permet de jouer des duels et de faire parler sa technique, sa vivacité. Après, il y a pas mal d'autres Anglais, moi que j'aime bien. Il y a Max Malins, qu'on a vu en photo tout à l'heure et qui est plutôt numéro 15 à Bristol également. Voilà, il y a pas mal de bons Anglais. Après, c'est vrai, notamment chez les trois quarts, ils savent s'exprimer, mais quand on les met sous le maillot du 15 de la Rose, c'est différent parce qu'on repart sous un jeu monolithique où le jeu au pied prend toute sa place. On n'est même pas sûr qu'il va jouer le Odogwu en numéro 13 parce qu'il va certainement mettre Henry Slade à la place de Tulagi. Henry Slade,
un numéro 10 de formation. Ça ferait 3 numéros 10, Ford, Farrell et Slade sur le terrain, plus le jeu au pied de Daly. Enfin voilà, l'Angleterre ne va pas changer de jeu de sitôt. Et je pense pas que cette petite bombe aux belles cuisses va beaucoup jouer durant le 6 Nations, malheureusement. Non, je disais que c'est vrai que c'était impressionnant, j'avais pas vu, mais c'est vrai que les cuisses sont... Ouais, mais Et en fait, c'est frustrant quand même d'avoir ces jeunes joueurs, tu vois, qui ont l'air très très prometteurs et tu vois, tu utilises 3-10 dans ta composition de départ. Mais Eddie Jones, pour ça, il fait très peu varier le groupe. Je sais pas quel est son objectif. Je sais pas s'il est au courant qu'en 2023 il y a une Coupe du Monde, mais c'est juste incroyable. être champion après le reste, ils s'en fichent de construire. Il y a un truc qui fait notamment très polémique, c'est la non-sélection de Sam Simons, qui est peut-être le meilleur 8 du monde depuis 1 an et demi, qui est le 8 d'Exeter, et qui n'est pas pris, même après la blessure de Sam Underhill pour les 2 premiers matchs. Il préfère prendre Ewells. Donc c'est un truc qui est très dur à accepter pour les médias anglais, notamment. On passe au joueur suivant, Emric, qui est un joueur pour le coup de 19 ans. Ouais, il est incroyable. On en a parlé déjà l'année dernière. Il devait être sélectionné avec le Pays de Galles pour le 6 Nations. Finalement, il l'a été pour l'Autumn Nations Cup. Donc maintenant, il a 19 ans. C'est un ailier très longiligne. Il fait 1m90. Il est très très grand. Et très rapide, bien évidemment. C'est du talent pur. C'est un X-factor. C'est-à-dire qu'il peut te changer vraiment. Il peut faire la diff. Il peut impressionner chaque défense quand il joue. Son seul souci, là, c'est qu'il tombe malheureusement dans une mauvaise période du Pays de Galles et dans une mauvaise période de Gloucester, qui est dernier, je crois, si je dis pas de conneries. Exactement. De première chip. Donc là, en ce moment, il travaille le mental, l'ami. Mais c'est une pure pépite. Rivenzi, tu y crois, toi, un Louis Riz-Zamit qui est capable d'être titulaire et de briller au très haut niveau? Titulaire, il y a la place au Pays de Galles en ce moment. Je pense que c'est le moment, on va dire, de 19 ans. Il a le temps, franchement. Il a le temps de voir venir les choses. En vrai, s'il peut faire des matchs internationaux à 19 ans, c'est quand même énorme, quoi. Après, comme tu le dis, si ça se passe pas très bien avec Gloucester, au moins peut-être que le 6 Nations sera un petit peu une bouffée d'oxygène pour lui, mais hâte de voir ce qu'il va donner avec le Pays de Galles et ce qui peut être un petit peu cette éclaircie dans le tournoi pour un Pays de Galles qui peut se renouveler, quoi. Et lui, par contre, il a choisi le Pays de Galles. Il aurait pu choisir l'Angleterre. Voilà. Ouais, donc je l'aime d'amour. Ces Britanniques se connaissent. Ça rappelle l'éclosion de George North, qui avait été lancé à 18 ans également sous le maillot gallois. Un autre profil grand et assez imposant sur l'aile. George North aussi commence à fatiguer. Ça fait déjà une bonne dizaine d'années qu'il est sur le circuit. Il reste un très fort joueur, mais il est plus autant brillant et éclatant qu'à ses débuts. Peut-être que Louis Riz-Zamit sera exactement l'éclaircie dans la grisaille du Pays de Galles. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. J'ai pas beaucoup de choses à rajouter. Vous avez tout dit. J'ai hâte de le voir, moi. J'ai hâte de le voir au niveau international, dans un tournoi, dans une équipe qui marche pas bien, s'il peut justement être l'éclaircie et ainsi de suite. Enfin, qui marche pas bien, qui devrait ne pas très bien marcher. C'est quoi le joueur le plus jeune qui a fait un match de tournoi de 6 Nations? Oh, c'est une excellente question. Peut-être George North, ouais. George North, ouais. 18 ans, c'est énorme. Il y a un Italien de 18 ans aussi qui va jouer, je crois, pendant le tournoi de destination à 2000 mêlées, il me semble. D'accord, ok, bon, on va suivre ça. On passe au joueur suivant qui a une histoire assez étonnante, on va le dire. Il y a plusieurs nations qui se confondent en Cameron Redpath, Emric. Ouais, Cameron Redpath, parce que je vais l'appeler avec son vrai nom, parce que je le connais pas, l'ami. T'as bien fait de mettre le drapeau écossais et le drapeau anglais. Lui, en gros, l'histoire, elle est assez rigolote. Donc, son père était rugbyman, il a joué notamment à Narbonne. Donc, Cameron est né en France, à Narbonne. Donc, t'aurais pu être français. Non, il est retourné directement en Angleterre. Il a fait toutes ses classes en Angleterre. Il a porté toutes les tuniques du 15 de la Rose jusqu'au U20. Eddie Jones l'a sélectionné quand il avait 18 ans pour une tournée en Afrique du Sud. Il a accepté. Malheureusement, il a été blessé. Pas de sélection. Et 3 ans plus tard, il choisit l'Écosse. Et il a raison. Puisque, en gros, c'est un centre profil 5/8e à la Farrell. Et je pense pas que Farrell laisse sa place Tito. Donc là, il a la chance de pouvoir exploser avec l'Écosse. Une Écosse qui va plutôt mieux. Donc, franchement, à suivre. Redpath, vraiment joueur à suivre. C'est assez étonnant parce que c'est un joueur qui a plusieurs fois déclaré qu'il était vraiment fier de porter la tenue du 15 de la Rose. Donc le voir aller en Écosse, ça a beaucoup étonné outre-Manche. Donc non, ça va être intéressant. C'est un profil un petit peu à la Ntamak, quoi, tu vois, et qui porte bien le ballon aussi. Donc non, pour moi, ça va être aussi un mec à suivre du côté de la nouvelle génération écossaise. Par contre, jouer 5/8e derrière Finn Russell, je pense que tu peux quand même vriller quelques fois dans le match dans ta tête. Hein. Des fois, tu vois pas le ballon, c'est ça ? Tu as soit des ballons incroyables, soit des ballons horribles,
soit tu vas pas le voir. Enfin, Ou ça peut être la solution pour dans les matchs où Russell il est out en fait. Oui, Et je trouve que ça peut être vraiment un petit élément, un joueur qui dans le temps va permettre à l'Écosse peut-être de Après, il y respirer. a Horn aussi comme deuxième ouvreur qui est très apprécié en Écosse et qui fait des grosses prestations. Cameron Redpath qui choisit l'Écosse, Fabien, c'est assez incroyable. En fait, c'est jamais arrivé. C'est la première fois qu'il y a un jeune anglais qui choisit l'Écosse. Et quand on connaît l'animosité entre les deux pays, c'est quelque chose c'est un tremblement de terre, on va le dire, chez les Britons. Mais là, maintenant, avec le rugby professionnel, les joueurs choisissent leurs intérêts personnels, je pense, la plupart du temps. Et tu penses qu'il a plus de chances de réussir en Écosse ? En tout cas, il a plus de chances de faire une carrière sur le long terme et de commencer dès 21 ans à engranger les caps et à être prétendant et avoir un rôle réel à la Coupe du Monde 2023. S'il avait été appelé avec le 15 de la Rose, c'est vrai qu'il aurait ciré le banc un long moment derrière Owen Farrell. Parce que celui-là, il va le garder, le maillot, pendant très longtemps. Il est né en 91, il aura 32 ans à la Coupe du Monde. Rien ne nous empêche de penser qu'il va prolonger jusqu'en 2027, comme Sexton essaye de le faire jusqu'en 2023, ou même Alou Wyn-Jones, dont on parlait tout à l'heure. Et puis, le système écossais, je trouve un peu plus sain dans le sens où tu peux jouer à l'étranger et rester sélectionnable, alors que les Anglais sont cons avec ça. Les Gallois aussi. Hein. Et du coup, les Écossais, Très tu vois, clair. le jour où il veut jouer en France, par exemple, il pourra y rester sélectionnable et ainsi de suite. Donc, ça a plus de souplesse. Je pense que c'est mieux pour lui. Ouais. Et le dernier joueur dont on va parler, alors Alex, c'est toi qui a glissé ce nom-là. C'est un joueur qui est un peu plus âgé, hein, il a 24 ans. Ouais. Et alors moi, j'avoue que je le connais pas beaucoup plus que ça. C'est Hugo Keenan. Hugo Keenan, c'est ça, il a 24 ans, 84, 90 kilos. C'est un ailier arrière, effectivement, du Leinster qui marque très peu avec le Leinster. Il n'a pas marqué de la saison pour le moment. Et la saison dernière, je crois qu'il a mis un essai. C'est très peu, mais au Leinster. Pépite. Non, mais pépite. Au Leinster, les ailiers marquent pas des masses non plus. Hein. Mais du coup, pourquoi c'est une pépite ? Parce que tu nous l'as glissé. Pourquoi il marque pas, il n'est pas lourd, il est pas. C'est une pépite parce qu'en fait, c'est un peu un prototype d'un ailier très complet. Il défend très bien, il est très fort sous les ballons hauts. Il va très vite. C'est un joueur passé par les U20 irlandais évidemment, mais surtout par le Seven. C'est un gars qui a fait le circuit mondial. Il a fait 60 matchs et 26 essais. C'est un joueur qui est très bon dans tout ce qu'il fait. Là où il doit progresser, c'est dans l'idée de sortir du cadre. Et si je dis qu'il marque pas beaucoup d'essais au Leinster, c'est parce que justement au Leinster il ne sort pas du cadre. Et je pense que s'il sort du cadre, il peut devenir vraiment un très 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 bon joueur, parce qu'en fait il a toutes les qualités. Tu vois, c'est comme si tu disais à Damien Penaud, tu restes sur ton aile et puis tu bouges pas, quoi. Et puis t'es sage. Et C'est sûr qu'on verrait pas le joueur qu'il est. Voilà. Et je pense qu'il a cette capacité à faire partie des meilleurs ailiers du monde. Voilà. Vous avez regardé un peu Hugo Keenan quand il a glissé son nom ? Il a joué contre nous en octobre. Oui. Bon, je l'ai pas vu. Voilà. Non, mais on l'a pas vu. Non, mais c'est vrai. Par contre, il joue pas de plaquage. Mais il a pas de chance parce que l'Irlande, tu connais, hein, la logique de jeu des Irlandais, ça se répercute sur leur club. Et donc le mec, il est au Leinster, donc forcément, ça joue devant. L'Irlande, ça joue devant. C'est difficile de voir après le 10. Tu vois, tu connais Aki un peu parce que tu sais qu'il a plein de ballons pour les perforer. Voilà. Et après, tu te poses des questions. Tu dis, à quoi vous servez, vous, les gars ? Je sais pas, nous, on est sur l'aile, ils avaient des maillots. Et pour moi, par exemple, tu vois, il est plus fort que Stockdale. Tu vois, clairement, en ce moment, il est beaucoup plus fort que Stockdale. Stockdale a peut-être plus de qualité offensive, en tout cas, il les montre plus avec l'Ulster. Mais il fait tellement de saucisses, alors que lui, il n'en fait aucune, Keenan. Aucune. C'est un joueur donc qui est très fiable. Ouais. Dites-nous vous dans les commentaires, hein, parce que on ne sait jamais si on a raté des pépites. On a forcément raté, on a dû faire des choix. Forcément, mais dites-nous quels joueurs sont à suivre, des joueurs très jeunes. On est ouvert et puis surtout c'est toujours intéressant de savoir ce que les autres voient, hein, forcément. Ouais, puis on peut débattre après dans les commentaires. Voilà, c'est ça qui est cool. On est chaud. Voilà. Et moi j'attends beaucoup notamment du deuxième tournoi de Doen van der Merwe qui est l'ailier d'origine sud-africaine et qui joue avec l'Écosse. C'est un Montpellier, je crois. C'est un monstre absolu. C'est un bon nom de cycliste, ça, quand même. Doen van der Merwe. C'est vrai. Ouais, je trouve. Je peux te dire que ce sera pas un grimpeur, lui, en tout cas. Ouais, non, il fait 100, je sais pas combien il fait, 105 kilos, un truc comme ça, mais c'est un joueur que j'attends avec impatience. Je l'attends avec impatience, comme le quiz, les gars. On va terminer avec un petit quiz qui va être relativement rapide, hein, parce que ça fait déjà 1 heure d'émission, donc on va être relativement rapide. C'est chacun pour sa peau, les gars. Chacun pour sa peau. Ouais. Okay. Et ce quiz-là, il s'appelle Qui a la plus grande ?
Je pensais Yes. que c'était une blague quand j'ai vu ça dans le conducteur, moi. Et bah, Non, c'est c'est Rivenzi. D'accord. Qui est Bon, la alors, plus grande? on y va, c'est bon. Voilà, c'est fini. Bien Alors, joué, bravo. Tout simplement, je vais vous donner 2 joueurs et vous allez devoir me dire Qui a- qui, selon vous, est le plus grand. Ah, En d'accord. taille. Ok, En taille. j'ai eu peur, Ah, j'ai eu ok. peur. Donc, Ok. alors vous allez me dire ça demande pas énormément de connaissances, mais en fait, Bien sûr. si, parce Qui a qu'il la y a plus des grande joueurs taille, qui sont bien grands, sûr. on le sait pas forcément, Mhm. et on s'en rend pas forcément compte à la télé. Donc, il Ok. faut vraiment beaucoup suivre les matchs Vas-y. pour s'en rendre compte. La règle, c'est vous allez chacun me dire qui est le plus grand selon vous. Oui. Celui qui se trompe est éliminé et sort du jeu. Waouh. Oh, dur. Ok? Sorte du jeu pour l'intégralité du quiz. Pour l'intégralité Ouais. du quiz. À la finale, Non. si les deux se trompent, tout le monde est remis en jeu. Celui qui perd est reconfiné 8 mois. Oh putain. Donc, la première question, qui est la plus grande? Julien Bonner ou Sébastien Chabal? Emric. Ça commence dur Putain, déjà. alors soit t'as joué le piège, tu vois. Ça commence dur déjà. Oh, le tarva. Sébastien. Franchement, je dirais Chabal quand même. Il est. Chabal, Putain, je Rivendi. suis sûr que je me fais déglingue. Bonner. Ah bâtard. Bonner, Bonner. Bonner, Il fait plus de 2 mètres. Chabal. Chabal. On a donc 2 hommes qui sont éliminés, c'est Alex et Oh. Emric. Mais c'était sûr. Mais c'est trop C'était dur. le piège, C'était c'était pas sûr bien, en fait. Fabien, Rivendi. Attends, donne-nous les Final. deux tailles juste. Attends, après, 1,80. Ah oui, tu veux la taille, pardon. Ah ouais. 1,93 pour Bonner, 1,91 pour Chabal. Ouais, d'accord. Oh à là 2 là, centimètres. bâtard. C'est bon, t'as Ah, perdu. C'est les pas vœux. différence, Tu hein. rajoutes les vœux. Franchement, je suis sûr qu'il Bonner est a la même au-dessus. taille que moi, c'est un frère. Rivendi, Fabien, qui est la plus grande? George North ou Aaron Wainwright? Oh, North, il est grand quand même. hein. Rivendi, George North. Non. George North. George North. Ouais. Ouais, il est grand, il est Vous grand. avez bon tous les deux. 1,92 pour l'ailier alors que le troisième ligne il fait 1,89. Qui a la plus grande? Antoine Dupont ou Alexis Balès? Ah, il est petit Dupont quand même. hein. Ah, le problème. Qui est le plus grand? Bah peut-être faut changer. Vas-y, Faut demander je à commence. Fabien Et je dirais Dupont. Dupont, Balès. Balès, victoire de Rivendi. Oui. Du coup, ça fait 1-0. J'en ai encore 3 autres, tout le monde est remis en jeu, ça fait un point pour Rivendi. Let's go. Vas-y, let's go. Qui a la plus grande? Cyril Bay ou Rabat Slimani? Alex. Cyril Oh, Bay. dur. Ouais, je pense. Cyril Bay. Bye. Bay. Bye. Bay. J'aurais gagné. dit Bay aussi, mais. Bay, vous avez tous bon. Ouais, j'aurais dit Qui a la plus grande? Winnie Antonio, Célevasio Tolofua. Emric. Rivendi, allez. Tolofua. Tolofua. Fabien. Antonio. Antonio. Antonio 1,96. Antonio. Antonio, il est grand. Hein. 1,96. Toi, tu donnes des réponses aux autres. T'es gentil, hein, Bah, mais bon. c'était le quatrième. Non, non, mais Antonio, c'était. 1,96. Je tombe plus dans tes pièges. 1,97. 1,97 pour Antonio. Rivendi, t'es éliminé. Il en reste 3. Ouh, loser. Qui est la plus grande? Alexandre Flancard ou Sébastien Vahamaina? Fabien. Ah, bien joué. Oh là Attends. là 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 là. Ça Allez, fait Flancard. centimètres, hein. Flancard. C'est un truc du genre 2-4 contre 2-2, quoi. Bah, flancard. Tu me crois capable de ça? Flancard. Bah, moi, je vais dire Flancard parce que ça sent le piège. Genre, t'as envie de dire Vamaina, donc tu vas sur l'autre, tu vois. Moi, je dis Flancard. Tu dis Flancard. Eh ben, c'est Flancard. Vous avez raison. C'est quoi les tailles? C'est 2,06 pour Flancard et 2,03 pour Sébastien Vahamaina. Vas-y. 2-0. Qui a la plus grande? Ramos ou Médard? On le rappelle, il y a Emric, Fabien, Alex. Ah, bon, bien. Ramos ou Médard? Emric. Je sais tellement. Moi, je dirais Médard. 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 Médard, vous avez tous les 3 raison. Qui a la plus grande? Ratez ou UG? Oh. Ratez. Ratez. UG. UG. Allez, Il est Eh, filiforme. c'est chaud. Hein. Ouais. Tu sais que ça joue à 2 cm de Il y a toute un piège manière. avec Ratez, il est Ratez. filiforme. Ratez. Et t'as dit UG? Oui. T'as gagné? Eh bien, victoire Eh oui, de vous êtes fait Fabien avoir Doré, parce qu'il est bravo. filiforme. Il y a Putain. 15 cm de différence entre les deux. Johan UG fait 1m90, ses amis, et Ratez fait 1m75. On est. Mais il est filiforme. Non. Eh oui, les amis. Je suis pas- Ouais. T'es sûr de Bravo ça? Fabien. Bah écoute, Merci. c'est ce qui est écrit, GG, c'est les ce gars. qui est écrit Apparemment, sur il fallait être Wikipédia en et sur Bordeaux. It's Rugby, donc ils ont la Voilà, même taille. Donc, c'est ça. Merde. donc voilà, Brun donc en Bordeaux. Franchement, bravo c'est pas mal, c'est Fabien, pas mal, c'est marrant. félicitations. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Ben, merci à vous pour l'invitation. C'était un plaisir pour moi également de participer à ce débat sur le 6 Nations qui approche. Et on va annoncer, suivez nos réseaux notamment, parce qu'avec sa marque R15 à Fab et avec des la maillots marque Rugby énormes. Performance qui est, Ouais, je te le passe, Rugby qui Performance. est là-bas. Il est là. Au stylé. Il va aller, il va, ah bah voilà, Voilà. il bouge. Mais ce ballon-là, c'est qui est un ballon que Fabien vous présentera, avec voilà, avec Rugby Faire des passes Performance, quand qui est t'as pas un de copains. compte Instagram qu'on aime beaucoup, et donc R15.
C'est un ballon pour travailler les passes, etc. Et on va bientôt le faire gagner Les murs. sur nos réseaux sociaux. Donc suivez fortement nos réseaux sociaux, Bureau Val 0, notamment sur Twitter et sur Instagram. On est présent. Merci à tous les copains. Merci C'est un à vous. plaisir. beaucoup. Merci les potes. Et bon tournoi destination à tous. Ciao, ciao, bisous. Au revoir.